Comment fonctionne un clavier? Et surtout, quelle est la différence entre un clavier de gamer et un clavier classique? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 100 € pour une centaine de touches? Explications et réponses tout de suite. Depuis quelques années, de plus en plus de périphériques gamers sont mis en vente sur le marché. Les joueurs PC ne se contentent plus d'un clavier basique à 10 € et s'offrent souvent le luxe d'un clavier design et bourré d'une technologie qui leur assure la victoire à chaque partie. Argument marketing ou réalité? Eh bien, un peu des deux. Les claviers conçus pour les joueurs proposent trois choses: du design et de l'ergonomie, histoire de faire joli sur le bureau et d'être agréable à utiliser, des fonctionnalités comme le contrôle du volume, des touches supplémentaires, et enfin un système anti-ghosting. Certains claviers vont alors réunir ces trois éléments, le prix et l'intérêt seront alors justifiés, tandis que d'autres n'auront qu'un design attractif sans pour autant avoir une quelconque utilité lors d'une partie. Pour le design, l'ergonomie et les fonctionnalités, c'est suivant les goûts de chacun. L'important dans un clavier de joueur, et ce qui fait monter son prix, c'est l'anti-ghosting. Et vous allez comprendre rapidement ce que c'est. L'effet ghosting, ou de touche fantôme, c'est lorsque votre clavier ne répond pas, ou mal, suivant les combinaisons. Lorsque vous tapez du texte, il est évident que vous tapez une lettre à la fois. Mis à part pour les majuscules ou quelques caractères spéciaux, il n'y a jamais plus de 2 pressions simultanées. Lorsque vous jouez, c'est différent. Il arrive bien souvent d'avoir à presser plusieurs touches à la fois. Avancer, faire un pas à gauche tout en sprintant, ça fait déjà 3 pressions. Rajoutons à ça un changement d'arme ou l'ouverture d'une porte et ça fait 4, voire 5. Il arrive alors que certains claviers n'acceptent pas autant de pression de touche, ou alors qu'une touche supplémentaire soit activée alors qu'elle n'est pas pressée. L'effet ghosting, c'est ça, c'est le fait d'avoir une ou plusieurs touches qui ne fonctionnent pas, ou alors une touche qui se déclenche sans avoir été utilisée. Un problème plutôt contraignant et frustrant pour un joueur puisqu'il est alors limité par son matériel. Alors pourquoi a-t-on ce problème, et pourquoi les claviers conçus pour les joueurs ne l'ont pas? Explication. Un clavier fonctionne avec 2 éléments. Le premier se trouve sous votre clavier, quel qu'il soit. C'est généralement un circuit souple, comme celui-ci. Ce circuit est construit d'une manière très spécifique. Des colonnes, des lignes et des blocs. Et tout ça, ça forme ce que l'on appelle la matrice. Le deuxième élément, c'est le contrôleur. C'est l'élément intelligent du clavier, avec de l'électronique. Il est directement lié à la matrice en 2 points. D'un côté, il reçoit les colonnes, de l'autre, les lignes. Lorsqu'une touche va être pressée, le contrôleur va leur faire un petit calcul, un peu comme à la bataille navale. Ligne numéro 2 activée, colonne numéro 3 activée, la touche pressée est un E. Il se charge ensuite de transmettre l'information à l'ordinateur auquel il est branché. Ce système est simple, fiable et surtout facile et peu coûteux à fabriquer. Mais c'est aussi la cause de l'effet ghosting. En pressant simultanément par exemple Z et G, il n'y a aucun problème. Le contrôleur va lire ligne 2, colonne 2 et ligne 3, colonne 5. Aucun problème. En pressant 2 touches sur la même ligne ou la même colonne, il n'aura pas de problème à comprendre quelle touche est utilisée. Par exemple avec Z et E, les 2 lettres sont sur la même ligne, mais comme celles-ci ne sont pas sur la même colonne, il n'y a pas de souci pour les retrouver. Pareil avec Z et Y, même colonne, mais lignes différentes, aucun souci. Le problème va arriver en pressant 3 touches sur un même bloc. Exemple avec Z, S et D. C'est très rare d'utiliser ces 3 touches à la fois, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Dans cette configuration, il y a un souci. Pour le Z et le S, tout va bien. Le contrôleur va voir que la deuxième colonne est activée et que les lignes 2 et 3 sont activées. Donc que c'est le Z et le S qui sont pressés. Mais c'est le D qui va poser problème. En effet, en pressant le D, la 3e colonne va s'activer. Et avec ce petit dessin, on comprend tout de suite mieux ce qui se passe. Le contrôleur ne sait pas si c'est le D ou le E qui est pressé, car le même bloc est utilisé. Il se peut très bien que ce soit le D ou le E, ou même les deux. Si nous, on sait qu'on a juste appuyé sur Z, S et D à la fois, pour lui, il y a 5 possibilités. Du coup, suivant le clavier, soit le D ne sera pas pris en compte, soit le D sera pris en compte, mais le E sera activé en plus, soit le E sera activé à la place du D, bref. L'effet ghosting, c'est ça. Il y a alors 2 solutions pour les joueurs. La première solution, c'est de redéfinir leur touche. S'il y a un problème, il suffit alors d'assigner une autre touche sur un autre bloc, et là, plus de problème, mais moins d'ergonomie. La deuxième solution, c'est d'acheter un clavier de joueur. Mais généralement, ces claviers tiennent plus du marketing que de la véritable technologie. Pour lutter contre l'effet ghosting, il va falloir changer la matrice, la rendre beaucoup plus complexe. Problème, ça coûte cher à développer et plus cher à fabriquer. Bien souvent, ces claviers destinés aux joueurs disposent alors d'un demi-anti-ghosting. Seul le bloc ZQSD par exemple va être vu. Pour les joueurs utilisant les flèches directionnelles, c'est embêtant. Pour ceux utilisant une configuration type RDFG, c'est totalement inutile. Le clavier doit alors être adapté au type de jeu et aux joueurs. Tous les jeux n'utilisent pas le même style de commande et tous les joueurs n'utilisent pas les mêmes configurations de touches. À noter également que tous les claviers n'ont pas le même comportement. Suivant le type de connectique utilisé, USB ou PS2, l'architecture de la matrice, comme on vient d'en parler, et le contrôleur qui peut parfois ne pas gérer beaucoup de pressions simultanées.
Voilà, c'est tout pour cette fois. N'oubliez pas qu'un clavier reste un clavier et que bien souvent, à plus de 100 euros, ce n'est que du marketing. Renseignez-vous bien sur le produit que vous achetez et posez-vous la question avant d'acheter, est-ce que vous avez besoin de technologie ou de design? Quant à moi, je vous dis à bientôt. Pensez à partager cette vidéo, à partager la page Facebook aussi, ça fait toujours du bien. Et n'oubliez pas que le serveur Mumble est ouvert à tous ceux qui en ont besoin ou envie. Bon jeu à tous!